Bonsoir. Le président Faure Gnassingbé réélu pour un 4e mandat de 5 ans avec plus de 72% des voix. L'opposition conteste les résultats et dénonce des fraudes. La présidentielle du 22 février au Togo s'est tout de même déroulée dans le calme. Une situation qui contraste avec les violentes manifestations de 2017-2018 durant lesquelles l'opposition avait appelé à la démission du président. Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, va entamer donc son premier mandat sous la nouvelle constitution adoptée l'an dernier et qui lui donne la possibilité de rester au pouvoir jusqu'en 2030. Qu'est-ce qui explique la large victoire du président sortant? L'opposition, partie en rang dispersé, a-t-elle eu du mal à mobiliser? Ce nouveau mandat pourrait-il ouvrir la voie au dialogue pouvoir-opposition? Quels sont les grands chantiers qui attendent le président? Autant de questions que nous allons aborder avec nos invités. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Washington Forum. Ils étaient 7 à briguer le fauteuil présidentiel. À l'arrivée, c'est le président sortant, Faure Gnassingbé, qui est déclaré vainqueur par la Commission électorale nationale indépendante. Il reviendra à la Cour constitutionnelle de proclamer les résultats définitifs après examen des recours. Le point avec Salwa Diafari. Faure Gnassingbé a misé sur sa personne, un pari réussi. Au vu de tous les résultats centralisés sur la base des procès-verbaux obtenus, le candidat du parti Union pour la République UNIR, M. Gnassingbé Sozimna Faure, est proclamé provisoirement élu président de la République togolaise. Selon les chiffres officiels, le candidat de l'UNIR, Union pour la République, le parti au pouvoir, a remporté 72,36% des suffrages, un score inédit, avec un taux de participation de 76%, bien plus élevé qu'en 2015. Nous sommes dans la joie. Je suis dans la joie. Tout le peuple togolais sont dans la joie. À mes adversaires malheureux, ils m'ont dit c'est le jeu de la démocratie. Mais pas si le jeu est truqué, rétorque l'opposition. L'opposant Akbeyome Kodjo, arrivé en seconde place, a annoncé avoir déposé un recours devant la Cour constitutionnelle, dénonçant de faux résultats et une mascarade électorale. Ces chiffres n'expriment pas la réalité des suffrages exprimés par le peuple togolais. C'est en raison de ce constat que nous rejetons avec véhémence ces chiffres. Les observateurs de la CEDEAO ont pour leur part exhorté les candidats à respecter les résultats issus des urnes et proclamés par les institutions et à recourir, si besoin, aux voies légales. De son côté, l'Union africaine a appelé le peuple togolais à continuer d'œuvrer pour préserver la paix. Et pour l'instant, beaucoup de Togolais semblent avoir choisi cette voie. Les rues calmes de Lomé en disent long. Le président sortant remporte donc son 4e mandat et la dynastie Gnassingbé résiste à l'épreuve du temps, plus d'un demi-siècle à la tête du Togo. Voilà, merci beaucoup Salwa Diafari. Et pour le débat, nous avons 3 invités. À Lomé, Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique, toujours dans la capitale togolaise, Kay Lawson, correspondante de VOA Afrique au Togo, et à New York, Kofi Apati Bassa, activiste et sympathisant de l'opposition. Merci à tous d'être avec nous pour ce débat. Alors, Monsieur le ministre, à quoi attribuez-vous cette victoire assez large de votre candidat, le président Faure Gnassingbé? Vous êtes là, Monsieur le ministre? Je crois qu'on a perdu Monsieur le ministre. On va essayer de le retrouver. Alors, Kay, vous êtes là, Monsieur le ministre?
Voilà, donc Kaï, dites-nous un peu, vous avez couvert la campagne et le scrutin. Les observateurs de la CEDEAO parlent d'un scrutin sans incident majeur. Sur quoi se base l'opposition pour contester les résultats alors? Selon l'opposition, c'est que les résultats qu'eux, ils ont eus de la part de ceux qu'ils ont placés dans les bureaux de vote et au niveau des démembrements de la CENI ne reflètent pas les résultats qui ont été proclamés par la CENI. Donc, ils se basent d'abord sur ces résultats. En plus, ils évoquent des incidents, notamment ils ont parlé de bourrage d'urnes et dans certaines localités, des achats de conscience, ce qui leur fait dire que l'élection n'a pas été transparente et les résultats issus des urnes n'est pas ceux qu'ils ont à leur niveau. D'accord. Alors, Kofi Apati-Bassa, la diaspora a participé pour la première fois au vote grâce à la nouvelle constitution. Comment s'est déroulé le scrutin à New York et aux États-Unis de façon générale? Oui, oui, bonsoir à vous. Avant de commencer, j'ajoute aussi que je suis un analyste politique. Effectivement, pour la première fois, la diaspora a eu la chance de voter. OK. La diaspora a eu la chance de... Ça va? Oui, allez-y. Oui, la diaspora a eu la chance d'exprimer son suffrage. Mais le problème est que les inscriptions ont commencé très tard. Et puis, à la dernière minute, il y a un peu de complications. On a demandé des papiers que les gens ne pouvaient pas, dont les gens ne pouvaient pas se procurer dans le délai imparti, ce qui a fait que la participation n'a pas été massive, mais ça s'est passé dans le calme. Il n'y a eu aucun incident. Il n'y a pas eu d'incident, tout s'est passé dans le calme. Alors, en attendant de retrouver le ministre Gilbert Bawara, Kaï, que dit en fait le pouvoir par rapport à ces accusations de fraude? Agbeome Kodjo, qui est arrivé deuxième, qui dénonce les résultats et a saisi, disons, la Cour. Pour citer le ministre de la Sécurité, Yann Damhan, il parle de faux perdants parce qu'ils estiment que l'opposition n'a pas gagné les élections, mais il faut un tollé juste pour déstabiliser le pays, surtout quand on sait qu'actuellement la sous-région ouest-africaine est assez secouée par le terrorisme et autres. Donc ils estiment que l'opposition n'a pas gagné. Ils font un faux semblant, ce sont des mauvais perdants. C'est pourquoi ils gongonnent surtout les toits pour dire qu'ils ont gagné, ce qui n'est pas vrai selon le parti au pouvoir. D'accord, merci. Justement, on a retrouvé le ministre Gilbert Bawara. Alors, monsieur le ministre, à quoi attribuez-vous cette victoire assez large de votre candidat, le président Faure Gnassingbé? Sans doute qu'il y a une conjonction de facteurs et de raisons qui justifient cette large victoire du candidat Faure Gnassingbé. La première chose, c'est la personnalité, c'est les valeurs, c'est les qualités personnelles et intrinsèques du président Faure Gnassingbé. Un homme d'ouverture, un homme de dialogue, dont le charisme, le leadership et l'expérience acquise dans la gestion des affaires de l'État ne sont plus à trouver. En deuxième lieu, il y a un bilan. Nous ne disons que ce bilan est parfait, mais tous ceux qui visitent le Togo sont au Togo, constatent qu'il y a des progrès, il y a des avancées dans tous les secteurs de la vie. Et naturellement, pendant la campagne, le président Faure Gnassingbé et ses partisans ont eu l'honnêteté de dire avec beaucoup d'humilité et de lucidité que oui, nous avons enregistré beaucoup d'avancées de progrès, mais les défis et les préoccupations demeurent. En troisième lieu, c'était le seul candidat qui avait un projet de société, qui avait des engagements précis, concrets, crédibles, et d'autres disaient comment il les réalisait. Alors, monsieur le ministre, je vais faire un commentaire. Pourquoi est-ce que l'opposition dénonce les résultats? Agbeome Kodjo, justement, qui a saisi la Cour pour contester les résultats? Mais vous savez, avant même le scrutin, M. Agbeome Kodjo avait annoncé que le 22 février, c'est-à-dire le jour du vote, tantôt qu'à 12h, tantôt à 15h, c'est-à-dire au moment où les votes auraient été poursuivre, qu'il allait gagner. On comptait sur le logiciel
un certain nombre d'officiers du milieu de l'Élysée. Sinon, comment vous je crois qu'on a quelques soucis avec la ligne, Monsieur le ministre. Le temps de vous retrouver, d'ailleurs, votre collègue Christian Trimois, qui est ministre des Droits de l'Homme et chargé des relations avec les institutions, a réagi à la suggestion de l'ambassade américaine à Lomé qui appelle à un recomptage des voix. Je vous propose de l'écouter au micro de Idriss Fall. Nous comprenons la déception de l'ambassadeur des États-Unis à Lomé d'avoir vu une organisation de la société civile qu'il soutenait en violation des lois togolaises, voir son accréditation retirée, d'une part. Mais d'autre part, nous regrettons que l'ambassadeur ait jugé nécessaire de faire de l'ingérence contre toute convenance diplomatique et en violation des lois togolaises dans le processus électoral togolais, en se faisant le porte-parole des revendications d'une des parties aux élections. Mais toutefois, le gouvernement togolais est ouvert, dans le cadre d'une amélioration de ses lois électorales et dans le cadre de la consolidation de sa démocratie, à toutes les suggestions qui sont faites par les États amis. Et à ce titre, naturellement, nous réfléchirons aux propositions qui ont été faites dans le cadre de l'amélioration de nos lois pour le futur. D'accord, donc c'était le ministre Christian Trimois, ministre des Droits de l'Homme et chargé de relations avec les institutions. Alors, Christian Bawara, si je comprends bien, la position du gouvernement est claire, il n'y aura pas de recomptage. Si vous êtes avec nous toujours. Monsieur le ministre, je crois qu'on a quelques soucis avec la ligne, avec le ministre. Alors, Kofi Apati-Bassa, quelle est votre réaction au propos du ministre des Droits de l'Homme par rapport à la position de l'ambassade américaine? Oui, d'abord, permettez-moi que je fasse quand même une petite remarque à propos de ce que le ministre Bawara a dit. Et il vient de dire qu'il n'y avait que le candidat, le président sortant, qui avait un projet de société. Vous savez, Agbeome, le candidat qui a normalement gagné les élections, a un très bon projet de société que vous pouvez toujours consulter. C'est d'un. De deux, pour revenir à la réaction de M. Trimois par rapport à l'exigence de l'ambassade des États-Unis, si l'ambassade des États-Unis, j'ai lu l'article, ils ont dit qu'ils ont des doutes sur le résultat qui a été proclamé. C'est parce qu'ils ont des doutes, comme tous les Togolais, du moins la majorité des Togolais, qu'ils ont demandé le recomptage bureau de vote par bureau de vote. Et j'avoue ne pas comprendre pourquoi c'est si difficile pour éclaircir l'horizon. Clouer le bec peut-être à ses adversaires, le régime n'accepte pas du tout de procéder à ce recomptage. J'avoue ne pas comprendre. D'accord. Je crois qu'on a retrouvé le ministre Gilbert Bawara. Si vous êtes avec nous, monsieur le ministre, si je comprends bien, la position du gouvernement est claire, il n'y aura pas de recomptage. Hein? Non, vous savez, d'abord, j'espère que l'ambassade des États-Unis aujourd'hui doit avoir une honte totale. Parce que quand l'ambassade prétend que la CENI, qui a déjà proclamé les résultats provisoires, devrait travailler avec les candidats pour examiner d'éventuelles irrégularités, cela signifie que l'ambassade ne connaît totalement les textes et les lois électoraux togolais. À partir du moment où il y a eu la proclamation des résultats provisoires, la CENI n'a plus la possibilité et les compétences pour travailler avec les candidats. La seule chose qui reste, c'est que les candidats adressent d'éventuelles preuves et pièces en leur possession à la Cour constitutionnelle. Je voudrais aussi rappeler que M. Agbeome Kodjo est président du MPDD, un parti qui siège à la CENI, dans les commissions électorales locales, dans les bureaux de vote. M. Agbeome Kodjo disposait de délégués dans les 9389 bureaux de vote. Mais quand on allègue des fraudes ou des bourrages d'urnes et qu'on n'est pas en mesure de dire dans quel bureau de vote et dans quelle localité du pays, dans quel canton, dans quelle préfecture, et que pour la journée du 22, pourquoi, monsieur le ministre, le candidat avait la possibilité de dire, excusez-moi, la CENI et également de saisir l'opinion publique. Donc tout ça, là, ça relève d'affabulation qui n'ont aucun soubassement. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible, monsieur le ministre? Dans cette explication, oui. Est-ce qu'il est...
Pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible de publier les résultats bureau par bureau? Est-ce que c'est ce que dit la loi ou... Je vous dis que M. Agbeyome, en tant que candidat et ayant déployé, comme il le dit, des délégués dans les 9389 bureaux de vote dit des copies des procès-verbaux des résultats. Si un candidat comme M. Jean-Pierre Fabre a été lui-même du vote, de se rendre compte qu'il est disqualifié, c'est sur la base des procès-verbaux. Alors, nous n'allons pas céder à du ridicule parce qu'un ambassadeur ou une ambassade qui a cherché à soutenir UOG pour manipuler les résultats est dans son mécontentement. Et en plus, en quoi NDI ou la coordination nationale de la société civile togolaise serait beaucoup plus crédible que les plus de 10 autres organisations de la société civile togolaise, y compris le WANEF. En quoi l'ambassade et NDI seraient beaucoup plus crédibles? D'accord, merci. De la CEDEAO d'accord, merci et beaucoup. l'Union africaine. D'accord. Kay Lawson, quelle est la prochaine étape dans ce processus? L'opposant Agbeyome Kodjo a finalement déposé son recours. Qu'est-ce qui va se passer après? Ce qui va se passer maintenant, c'est que la Cour constitutionnelle va s'atteler à étudier ce recours-là pour voir si M. Agbeyome Kodjo a raison ou pas. Donc la Cour constitutionnelle, depuis la proclamation des résultats provisoires le dimanche dernier, la Cour constitutionnelle a 6 jours pour statuer sur les recours et proclamer les résultats définitifs. Et il faut noter que les résultats ou bien les décisions prises par la Cour constitutionnelle sont sans recours. Il n'y aura plus de recours après la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle. Alors, Kofi, justement, l'opposition a tout de même pris part au processus politique. Pourquoi rejeter les résultats? L'opposition a été là depuis le début. OK. 3 raisons. La première raison, c'est que, rappelez-vous qu'après la fermeture des bureaux de vote, la CENI s'était donné quand même 48 heures pour proclamer les résultats provisoires. Mais bizarrement, donc ça faisait, je crois, lundi nuit. Et puis, par un coup de tour magique, de passe-passe, mais la CENI a réussi à proclamer les résultats en seulement 24 heures. Mais quand la CENI avait donné le délai de lundi nuit, c'est parce qu'elle a estimé le travail qui restait à faire et avait trouvé qu'il fallait, elle aurait besoin de 48 heures pour finir le travail et proclamer le résultat. Pourquoi? Comment s'est-il passé que brusquement, en 24 heures seulement, elle a réussi à proclamer les résultats? Donc, ce n'est pas clair. D'accord. Ce n'est pas clair. Cas, non, il faut qu'on nous explique pourquoi. Est-ce qu'ils ont recruté d'autres... Voilà, merci beaucoup. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Abdourahmane Dia à la présentation. Nos invités, je rappelle, à Lomé, Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique, toujours dans la capitale togolaise, Kay Lawson, correspondante de VOA Afrique au Togo, et à New York, Kofi Apati Bassa, activiste et sympathisant de l'opposition, également analyste politique. Merci à tous d'être avec nous. Nos téléspectateurs et nos auditeurs ont réagi sur notre page Facebook. Beaucoup de réactions sur la page Facebook de VOA Afrique. L'Anfeto à Cotonou dit que la large victoire du président Faure Gnassingbé s'explique par sa nouvelle politique mise en œuvre et qui convainc de plus en plus de Togolais, en l'occurrence la jeunesse, puisque désormais au Togo, les questions essentielles comme l'emploi des jeunes, la condition féminine, l'éducation, la santé, le développement sont une réalité. Joël Nyongwi à Parakou au Bénin
Je crois que c'est pour des raisons personnelles que Agbeome Kodjo s'est autoproclamé président élu, mais je ne suis pas du tout d'accord avec lui. À chaque élection présidentielle, dans tous les pays, il y a toujours un gagnant et un perdant. En gros, M. Kodjo est un candidat malheureux. Et puis Kokou Pala à Lomé estime que la large victoire du président Faure provient de la stratégie mise en place par le système depuis des décennies. Aucun opposant, à mon avis, ne pourra gagner les élections présidentielles au Togo. Même au sein du système, il n'est pas donné à n'importe qui de rêver. Et puis Hassan Omar Boulalé à Djibouti écrit « L'Afrique a besoin d'institutions fortes et indépendantes les unes des autres pour garantir des élections libres et transparentes. Et cela passe par le dialogue entre pouvoir et opposition, également société civile. » Voilà donc quelques-unes des nombreuses réactions. Justement, Monsieur le ministre, par rapport à ce dialogue dont faisait état à ce téléspectateur, les manifestations de 2018 ont été violentes, le dialogue politique est rompu, il y a eu des manifestations meurtrières. Et on a vu quand même un scrutin apaisé. Est-ce que ce n'est pas un message du peuple que peut-être que le peuple est assez fatigué de cette période, de cette situation de tension? Non, vous avez tout à fait raison. Le peuple togolais a affiché une grande maturité politique, un attaque viscérale au clip de paix et de sécurité, dont notre pays jouit dans une sous-région qui est confrontée quand même à beaucoup de défis d'ordre sécuritaire. Et puis je voudrais dire que M. Agbeome Kodjo, depuis quand il est de l'opposition, c'est depuis récemment, M. Agbeome Kodjo a participé aux élections législatives de décembre 2018. Il n'était pas dans la rue. Nous constatons que les partis politiques, les leaders politiques qui avaient été dans la rue, notamment au sein de la C14, qui ont passé le temps dans la rue plutôt que d'être présents sur le terrain, qui sont effondrés, ont été désavoués. Vous savez, quand on dit que les résultats ont été proclamés précipitamment, la CENI avait donné un laps de temps pendant lequel il pourrait proclamer les résultats. M. Agbeome ayant été membre des CELI, ayant des délégués dans les cas, il devrait être en mesure de dire au moins dans tel CELI les résultats proclamés par rapport aux résultats en ma possession en termes de procès-verbaux remis à ces délégués ne sont pas concordants. D'accord. Il y avait un candidat contre 6. Le président Faure avait face à lui contre 6. Mais que les 6 autres candidats disent, voilà, dans tel bureau, voilà ce qui s'est passé. Et si c'est concordant, la Cour constitutionnelle va en tirer les conséquences. D'accord. Ça fait que M. Agbeome est tout simplement un mauvais perdant. Cela étant, nous réjouissons de qu'il a décidé finalement de saisir la Cour constitutionnelle. D'accord. Il va examiner les pièces qu'il fournira et qui se déterminera librement. D'accord. Alors, Kofi, un des téléspectateurs tout à l'heure avait salué les performances économiques du régime en place. Est-ce que vous croyez aux capacités du régime à faire baisser le taux de chômage et la pauvreté avec tous les projets qui ont été annoncés? Le bilan du régime était très mitigé. Ce que moi j'ai ici, je vais vous donner un bilan très ramassé. Quand aujourd'hui, il n'y a pas un seul hôpital public qui fonctionne normalement, qui soit bien équipé, quand le CHU est devenu un mouroir, plutôt qu'un lieu où on va chercher les soins, mais quand on abat, on tire à bout portant sur un enfant de 11 ans, un apprenti mécanicien, et on n'a jamais trouvé le criminel, on a tiré d'appât au-dessus des élèves qui sont sortis manifester pour réclamer le retour de leur professeur dans les classes. Le crime n'a pas été élucidé. D'accord. Quand des manifestants à Mango se sont fait écraser à l'aide de chars d'assaut, mais vous ne pouvez me dire pas qu'avec ce bilan lourd, avec cette lourde casserole que le régime traîne, que les Togolais les portent dans les cœurs au point d'aller les plébisciter avec 72% des voix, c'est de la blague, de la mauvaise blague, je vous dis. D'accord, nous allons donner la possibilité au ministre de réagir, mais avant cela, Kyle Lawson, lorsque vous parlez aux citoyens ordinaires, qu'est-ce qui semble être sa priorité? Combattre la longévité d'une famille au pouvoir ou la stabilité, la croissance économique? C'est beaucoup plus manger 3 fois par jour. Même la stabilité économique, les Togolais voient ça comme
un rêve, parce que quand on dit qu'il y a une stabilité économique, il y a la croissance, on parle au niveau macro, mais le Togolais aujourd'hui veut manger 3 fois par jour, veut qu'on relève le SMIC qui est aujourd'hui à 35 000 francs CFA. Et ce qui préoccupe le Togolais, c'est de pouvoir se lever le matin, trouver un logement, aller revenir et manger à satiété. Qu'on ait une croissance à 10%, à 20%, ce n'est pas la préoccupation première des Togolais. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, c'est vrai que quels peuvent être les chantiers prioritaires pour ce nouveau mandat? C'est vrai que la Banque mondiale a évoqué un taux de croissance de plus de 5%. La Banque salue également un recul de la pauvreté, même si celle-ci reste élevée. Mais notre invité de New York parle de violences policières, un manque d'hôpitaux. Qu'est-ce que vous avez à répondre par rapport à tout cela? D'abord, je voudrais rectifier ce que je ne sais pas si c'est une correspondante pour qui, la dame qui vient de parler. Oui, Kaï. Elle n'a qu'à s'informer. Oui, mais elle n'a qu'à s'informer. Le SMIC est à 35 000. Vous voyez, quand on est dans le mensonge et la désinformation, Monsieur le ministre, à ce genre de propos. Alors que ce sont des informations qui sont disponibles. Et ça ne fait pas 1 an ou 2 ans. Monsieur le ministre, même la Banque mondiale reconnaît que la vie est très chère. Oui, mais non. Que la Banque mondiale reconnaisse qu'il y a encore des défis à relever n'autorise pas à mentir. Sur le niveau du SMIC, ça n'autorise pas à mentir. Qu'il y a encore des défis en matière d'amélioration de la qualité des soins de santé. Bien entendu que nous en avons pris conscience. Nous avons assaini le système, nous avons mis en place une nouvelle gouvernance à travers la contractualisation. Et le président Gnassingbé a été clair et précis dans ce qui va être. Avant même d'aller aux élections, nous avons passé commande de 6 scanners qui seront installés dans les centres hospitaliers régionaux. Dans son programme, le candidat s'engage à construire 6 centres de santé mère-enfant, c'est-à-dire un centre de santé par région. Il dit que la césarienne sera totalement gratuite. Les femmes enceintes seront prises en charge, notamment pour ce qui concerne les soins et les consultations prénatales. Il dit nous allons réaliser et construire au moins 400 unités de soins périphériques. C'est des choses qui sont précises. Voilà, merci Monsieur le ministre. Washington l'a dit, un seul engagement de M. Agboyome en matière de santé. D'accord, merci beaucoup. Monsieur le ministre, vous m'entendez? D'accord. En tout cas, on a bien compris votre point de vue, que vous êtes libre d'exprimer. Je voulais simplement signaler aussi que Kaï Lawson est une correspondante avec qui nous travaillons depuis des années, qui est très professionnelle et nous la faisons entièrement confiance. Maintenant, vous pouvez ne pas être d'accord sur son assessment. Merci beaucoup, en tout cas, sur son analyse. Merci, en tout cas, tout de même. Je voulais quand même un petit mot sur la sécurité. Le Bénin qui est frontalier, le Togo plutôt qui est frontalier avec le Burkina Faso, le président a évoqué cette menace terroriste durant la campagne. Qu'est-ce qui va être fait, Monsieur le ministre, en 20 secondes, rapidement? Je voudrais d'abord dire que depuis septembre 2018, le Togo a anticipé en déployant un dispositif robuste dans toute pour éviter que le territoire ne soit l'objet d'infiltration. Il y a 3 choses qui seront faites. Ce sera à la fois de renforcer le dispositif de défense et de sécurité avec plus d'effectifs, davantage de formation professionnelle et davantage d'équipement. Et ce sera également la vigilance citoyenne en impliquant les autorités traditionnelles et religieuses et en même temps un dialogue communautaire. Voilà, parfait. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet et notre page Facebook, sans oublier nos télépartenaires sur le continent. Je remercie toute l'équipe. À très bientôt. Au revoir.